Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la musique du XVIIe siècle. En fait, d'une période très particulière dans l'histoire de la musique. Particulière dans la mesure où on va assister à des changements extrêmement fondamentaux, extrêmement importants dans le langage musical, dans l'esthétique musicale. Et ces changements-là sont extrêmement intéressants dans la mesure où ils nous rapprochent beaucoup de la conception de la musique telle qu'on l'a encore aujourd'hui. En gros, avec le baroque, c'est vraiment le système tonal qui fait son apparition et l'harmonie fonctionnelle, les accords de dominante, de sous-dominante, la façon d'enchaîner les accords, les règles de l'harmonie. Donc, au fond, c'est l'avènement de la musique telle qu'on la connaît et qu'on la pratique encore en grande partie aujourd'hui. Si on regarde le répertoire qui est diffusé à la radio sur les ondes des stations classiques ou qui est interprété dans les salles de concert, on se rend compte que ce qu'on qualifie souvent génériquement de musique classique, au fond, ça commence avec le baroque. La musique du Moyen-Âge, la musique de la Renaissance est un peu dans une catégorie à part, la catégorie entre guillemets musique ancienne, alors que dès qu'on arrive au baroque, on est encore dans de la musique qui est interprétée couramment aujourd'hui et qui fait partie des grands classiques du répertoire et ainsi de suite. Donc la raison de ça, c'est que la musique de la Renaissance est encore essentiellement une musique qui obéit à un langage diatonique modal. C'est un langage qui est un petit peu différent de celui qu'on utilise de façon quotidienne et qui est donc notre bon vieux système tonal. Si on veut résumer, on pourrait dire au fond qu'il y a trois événements extrêmement fondamentaux et importants qui vont mener à l'avènement du système tonal tel qu'on le connaît aujourd'hui. On a vu quelque part autour du 5e siècle avant Jésus-Christ le passage des gammes pentatoniques aux gammes à 7 notes, au mode diatonique. Donc ça, c'est un premier changement fondamental et c'est vraiment le fondement de la musique occidentale, cette idée de travailler à partir de gammes à 7 notes avec des tétracordes, avec des harmoniques naturelles, avec les quintes justes, etc. La deuxième grande révolution, c'est au 12e siècle, quand vraiment la polyphonie va commencer à se développer de façon beaucoup plus systématique. En lien avec le style gothique, en lien avec la construction des cathédrales, on va écrire des organums, on va éventuellement écrire des motets. Et voilà, donc l'apparition de la polyphonie, c'est le deuxième grand moment spécifique dans le développement de la musique occidentale. Et selon moi, le troisième, c'est justement l'avènement de cette harmonie tonale fonctionnelle qu'on peut rattacher au tout début du baroque. En fait, il y a une date qui est extraordinaire, c'est 1600. Elle est extraordinaire parce qu'elle est tellement facile à mémoriser. Et en octobre 1600, apparemment, ça aurait été le moment où on a présenté pour la première fois un opéra. Donc cette date de 1600, elle est emblématique pour nous en musique et on peut donc faire commencer le baroque musical à ce moment-là et on peut le faire terminer avec la mort de Jean-Sébastien Bach qui est un autre beau gros chiffre rond aussi, 1750. Donc on a un bon siècle et demi, 1600 à 1750, dans lequel va se dérouler cette musique baroque qui va faire l'objet de l'exposé d'aujourd'hui. On a parlé la dernière fois de musique de la Renaissance, de musique vocale du 16e siècle, et on a identifié trois grandes traditions musicales, l'école franco-flamande, la chanson polyphonique française et le madrigal italien. Je disais à ce moment-là qu'une des raisons pour lesquelles le madrigal italien était important historiquement, c'est qu'il est l'ancêtre direct de l'opéra. Or, l'opéra est vraiment le véhicule, le laboratoire d'idées à partir duquel va s'échafauder toute cette théorie à la fois de système tonal et d'esthétique baroque. Donc l'opéra est extrêmement important, non seulement pour l'opéra lui-même en tant que genre musical vocal, mais pour toutes les nouveautés qu'il va apporter. En gros, l'opéra va être le premier médium à remettre en question l'idée franco-flamande de l'égalité des voix. Vous savez, dans la polyphonie franco-flamande, on avait cet idéal d'égalité des voix. Toutes les voix vont jouer le cantus firmus en alternance. Donc, toutes les voix
ont une importance égale. Et c'est en soi une esthétique qui est très forte, qui est très importante, qui est très harmonieuse. Si on regarde l'importance relative des voix dans une fugue de Bach, il y a une totale collaboration dans les voix et il y a une espèce d'esprit d'équipe à travers ça qui est extrêmement intéressant dans la mesure où chaque voix amène sa contribution dans une espèce de conversation globale sans jamais qu'il y ait quelqu'un qui tire la serviette ou le spotlight de son côté plus que quelques mesures à la fois. Donc il y a vraiment cette importance de l'égalité des voix dans l'esthétique franco-flamande. Évidemment, l'opéra va remettre ça en question parce que souvent dans l'opéra, il y a un personnage qui chante et il y a des musiciens qui l'accompagnent. Donc, au fond, ce à quoi on va assister, c'est un passage d'un langage qui est basé sur un contrepoint à voix d'égale importance vers un langage basé sur ce qu'on appelle aujourd'hui la mélodie accompagnée. Donc, on a une mélodie qui est prédominante et le reste des effectifs musicaux, peu importe que ce soit vocal ou instrumental, va être là pour soutenir, pour accompagner cette mélodie prédominante. Donc, au fond, c'est ça. Ce qu'on voit apparaître dans le baroque, c'est ce passage de la polyphonie vers la mélodie accompagnée. Il ne faut pas néanmoins croire que la mélodie accompagnée va du jour au lendemain remplacer la polyphonie. Ce qui caractérise le baroque, au contraire, c'est vraiment qu'on a une coexistence des deux pratiques. En fait, même souvent dans une même œuvre, il y a plusieurs préludes et fugues de Bach dans lesquels on voit dans le prélude une écriture plutôt de type aria ou mélodie accompagnée, et la fugue, évidemment, va présenter des voix d'importance égale dans un langage très contrapuntique. Donc on peut voir les deux pratiques qui vont coexister et les compositeurs vont alterner d'un style à l'autre et les mélanger. C'est pas blanc ou noir non plus. Cette idée de polyphonie versus mélodie accompagnée, on peut trouver des compromis entre les deux et on peut avoir une mélodie un petit peu plus importante, mais un développement, un accompagnement qui est quand même contrapuntique en dessous. Donc, c'est ça que va explorer la musique baroque, cette remise en question de l'égalité franco-flamande des voix au profit de quelque chose qui est plus axé sur la mélodie accompagnée. Bien sûr, la mélodie accompagnée, c'est un peu la voie de l'avenir. Si on regarde vers quoi va tendre et évoluer la musique, si on regarde le style classique viennois, si on regarde Haydn et Mozart, bien sûr, ce style classique viennois, il est entièrement basé sur l'idée de mélodie accompagnée. Donc, ce que va inventer l'opéra en 1600, c'est une nouvelle pratique et qui va révolutionner la musique, ni plus ni moins. Parce que, évidemment, si on a une mélodie qui est prédominante et qu'on la soutient par des accords, ça soulève toute une série de questions quant à savoir quels accords on va utiliser, comment on va les enchaîner, pourquoi est-ce que tel accord sonne bien après celui-ci et moins bien après tel autre, etc. Donc il va falloir au fond élaborer toute une théorie des accords, et cette théorie des accords au fond c'est rien d'autre que le système tonal. Donc, pour résumer cette espèce de révolution qui apparaît en musique à partir de 1600, je vous propose un acronyme qui est OVOMAST, O-V-O-M-A-S-T. C'est un truc mnémotechnique que j'ai pour me rappeler rapidement de tout ce qui change à ce moment-là, de tout ce qui intervient dans l'histoire de la musique. O pour opéra, V pour violon, un deuxième O pour orchestre, MA pour mélodie accompagnée et ST pour système tonal. Donc OVOMAST, c'est-à-dire opéra, violon, orchestre, mélodie accompagnée, système tonal. C'est vraiment une espèce d'agglomération de toutes les nouveautés. Et ça nous ouvre les portes sur ce XVIIe siècle musical qui va être très différent du XVIe. Alors, vous avez remarqué qu'il y a des choses qui sont à la fois en lien avec l'opéra et qui pointent néanmoins aussi vers une existence autonome. Si on parle de violon et d'orchestre, bien sûr, les violons et les orchestres accompagnaient les chanteurs à l'opéra, mais ils sont aussi promis à un brillant avenir dans le domaine de la musique purement instrumentale. Et ça, c'est une idée que j'aimerais que vous reteniez tout de suite, c'est que le baroque va voir littéralement exploser le répertoire de musique instrumentale. Traditionnellement, les instruments servaient beaucoup ou bien à accompagner la danse, ou bien alors à doubler les voix dans la polyphonie. C'est rare que les instruments avaient des lignes qui leur étaient spécifiques, qui leur étaient dédiées. Les instruments venaient renforcer
la texture générale en doublant les lignes vocales à l'unisson. À partir du baroque, les instruments vont de plus en plus avoir des parties qui leur sont réservées, avoir des lignes, avoir des mélodies, avoir des notes que seuls les instruments jouent, car leur rôle devient très différent de celui des voix. Leur rôle devient la création de cette espèce de grille harmonique qui va soutenir la composition musicale et qui va accompagner les voix. Voilà, donc la naissance de l'opéra, on peut la situer dans une ville, qui est la ville de Florence. Il y a à Florence des intellectuels, des artistes, des mécènes, des poètes, pardon, des nobles, qui vont se réunir régulièrement et qui discutent de l'avenir des arts, notamment l'avenir de la musique. Ce groupe-là, on l'appelle parfois la Camerata florentine. Camerata veut dire chambre et Florentine veut dire Florence. On l'appelle aussi parfois la Camerata Bardi, parce que ces gens-là se réunissaient souvent chez le comte Bardi. Et donc, cette Camerata florentine va tenir plusieurs sessions ou audiences où les gens vont discuter, échanger quant à l'avenir et les problèmes de la musique. Et une des choses qu'ils identifient comme étant un problème de la musique, c'est que avec le langage polyphonique, d'une part, la compréhension du texte est difficile, et d'autre part, l'identification au personnage devient problématique parce que tout le monde chante en même temps. Alors, ce que va prôner la Camerata Bardi ou Camerata florentine, c'est un genre musical qui chercherait à se rapprocher de la tragédie grecque. Donc, on a voulu faire une espèce de mélange de musique et de théâtre, et c'est de là que va naître l'opéra. Alors, c'est intéressant au départ de souligner deux choses. La première, c'est que cette recherche de rapprochement avec le théâtre, avec la tragédie grecque, s'inscrit tout à fait dans l'esprit de la Renaissance. La Renaissance a un espèce de culte presque religieux pour l'Antiquité gréco-romaine, pour l'Antiquité classique. Et donc on cherche à revenir à l'idéal de la beauté grecque. Si vous regardez l'architecture, si vous regardez la sculpture, si vous regardez les arts visuels, même en littérature, les tragédies de Shakespeare s'inspirent souvent des tragédies grecques. Donc il y a littéralement cette espèce de mouvement d'immense nostalgie pour l'art grec antique, et donc le fait de vouloir rapprocher la musique vocale de la tragédie grecque s'inscrit dans cette tendance de fond, dans cette tendance lourde à vouloir retourner vers un art plus gréco-romain, en fait plutôt grec, pas romain. Mais ceci étant dit, donc encore une fois, la musique se trouve à être dans une situation très particulière parce qu'on n'a pas vraiment de modèle de musique grecque. Donc, encore une fois, la musique se trouve à être, en un certain sens, condamnée à l'originalité. On voulait retrouver l'esprit de la musique grecque, on ne savait pas comment sonnait la musique grecque. Donc, on a fait quelque chose de tout à fait nouveau et original en essayant de retrouver une forme d'esprit grec, une forme d'esprit antique. Voilà, donc première idée, en voulant revenir à la tragédie grecque, on a inventé quelque chose de nouveau et d'original. Deuxième idée, c'est que l'invention de l'opéra, même si c'est quelque chose de nouveau, c'est tout à fait dans l'esprit et la continuité de ce qui se faisait à la Renaissance, dans la mesure où la musique vocale de la Renaissance était presque obsédée par cette idée de vouloir refléter le plus fidèlement possible le sens du texte. Donc j'ai déjà parlé des madrigalismes, j'ai déjà parlé de cet esprit d'imitation musicale qui va prévaloir dans la chanson de la Renaissance et qui fait en sorte justement qu'on veut donc exprimer ce que dit le texte avec des procédés musicaux. Cette volonté-là va parfois même friser l'espèce d'inside joke. Il y a un madrigal italien qui parle des yeux de la bien-aimée, et les paroles commencent justement par les mots « tes yeux », et la mélodie commence par deux rondes. Donc, évidemment, si on fait juste écouter la pièce, on ne se rend compte de rien, mais quand on regarde la partition, on a les deux rondes qui donnent l'impression de nous regarder. Donc, c'est pour vous illustrer jusqu'où peut aller cette espèce de souci presque obsessionnel des compositeurs de la Renaissance à vouloir traduire le sens du texte en procédés musicaux. Et au fond, quand on y pense, cette volonté-là
débouche presque naturellement sur l'idée de mettre en scène les chanteurs. Si on veut rendre le texte le plus vivant possible, ben quel moyen y a-t-il de le rendre plus vivant que littéralement de costumer les chanteurs, les interprètes et de les mettre en scène avec des costumes, avec un décor, avec des déplacements scéniques, puis ainsi de suite. Donc cette idée de représentation théâtrale de la pièce musicale est tout à fait dans la lignée et dans la continuité esthétique et conceptuelle de ce qu'on faisait depuis des décennies. Si vous écoutez une pièce comme La guerre de Clément Jeannequin ou La bataille, on l'appelle des deux façons, il y a tellement d'onomatopées dans cette chanson-là qui cherche à recréer les bruits du champ de bataille, que ce soit les flèches, que ce soit les trompettes, les tambours, que ce soit le cliquetis des épées, le bruit des canons, le galop des chevaux, etc. Tous les bruits de la bataille sont illustrés dans la trame polyphonique à l'aide des onomatopées. Donc on voit que le compositeur de la Renaissance cherchait vraiment à recréer ce dont parlait le texte, et au fond, cette idée de mettre en scène les interprètes n'est pas quelque chose qui est en rupture avec l'esprit de la Renaissance, au contraire. Donc, ce qu'il y a de nouveau dans le baroque, oui, c'est nouveau, mais en même temps, ça s'inscrit dans des préoccupations qui sont typiquement renaissantes. Donc, c'est une nouveauté qui est en fait une espèce d'aboutissement logique. On accouche de quelque chose d'original, mais les sources de ça, c'est des préoccupations esthétiques qu'on avait déjà depuis longtemps. Voilà. Donc, un compositeur qui est particulièrement important, c'est Claudio Monteverdi. Monteverdi, des fois, je l'associe un peu à Beethoven, dans la mesure où ce sont deux compositeurs qui vont nous faire traverser d'une période à une autre dans l'histoire de la musique. Autant Beethoven nous fait passer du style classique viennois au romantisme, autant Monteverdi nous fait passer de la musique vocale de la Renaissance au baroque. Et Monteverdi a eu une longue et fructueuse carrière, et on peut voir tout au long de la progression de son cheminement comme compositeur des changements dans l'esthétique. Un artiste encore plus important de la même époque dans le domaine des arts visuels qui a une démarche similaire, c'est Michel-Ange. Si vous regardez, si vous comparez les œuvres de jeunesse par rapport aux œuvres de maturité de Michel-Ange, vous voyez que les œuvres de jeunesse sont beaucoup plus dans cet idéal apollinien, antique, gréco-classique, un idéal de sérénité, d'équilibre, de calme, de recherche des formes parfaites, etc. Alors que les dernières œuvres de Michel-Ange sont beaucoup plus dramatiques, beaucoup plus théâtrales, beaucoup plus spectaculaires, beaucoup plus tendues, beaucoup plus dionysiaques, avec des contrastes d'éclairage plus forts, avec des effets dramatiques de drapés, avec des poses asymétriques et théâtrales des personnages, etc. Donc on a parfois considéré le baroque comme une forme de maniérisme de la Renaissance, c'est-à-dire une espèce d'exagération des traits de la Renaissance. Cette exagération, entre guillemets, procède beaucoup, selon moi, d'un retour du pendule. On était depuis un siècle dans un art plus apollinien, plus classique, entre guillemets. On revient vers quelque chose de plus intense, de plus dramatique, de plus axé sur la tension, sur le drame, sur le conflit. Il faut dire que la société européenne est en changement et le XVIIe siècle voit énormément de tensions et de conflits se dérouler. Il y a deux éléments fondamentaux qui pourraient nous aider à comprendre ce qui se passe au fond. Il y a d'une part les guerres de religion. Il y a énormément de conflits entre les catholiques et les protestants en Europe à ce moment-là, si bien que l'Europe en 1600 nous présente l'image d'une société qui est à la fois extrêmement avancée culturellement, scientifiquement, philosophiquement, etc., mais qui est profondément déchirée en elle-même, qui est l'objet de conflits et de tensions internes très très importants. Et l'autre chose dont on doit tenir compte aussi, c'est une espèce de tension de plus en plus grande entre, je dirais, la foi et la raison. Parce que la Renaissance a amené littéralement une explosion dans le domaine scientifique, dans le développement des idées,
Et cette explosion scientifique va parfois faire en sorte que les savants, les intellectuels, se trouvent à être en opposition avec le dogme de l'Église, avec ce que prône la Bible, etc. Donc, on a littéralement cette espèce de conflit entre la foi et la raison, notamment avec l'élaboration des modèles héliocentriques, c'est-à-dire des modèles qui considèrent que le Soleil est au centre de l'univers, croyait-on à l'époque, mais surtout que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non pas l'inverse. Alors cette conception-là, cette théorie-là, ce modèle-là, allait en flagrante contradiction avec la façon dont on interprétait la Bible depuis des millénaires. Selon l'interprétation littérale, factuelle, de premier niveau de ce qui est dit dans la Bible, la Terre, c'est le centre de l'univers. Au début, il n'y avait rien, ensuite Dieu est arrivé, puis là, il a fait la matière, puis il a fait les plantes, puis il a fait les animaux, puis il a fait Adam et Ève, puis le septième jour, il s'est reposé. Donc l'univers a été créé en 6 jours, et Adam et Ève étaient au centre de l'univers. Dans le paradis terrestre, c'était les chouchous de Dieu, c'était l'aboutissement de la création, jusqu'à ce que, à cause du péché originel, ils tombent en disgrâce et on soit condamné à devoir acheter notre ciel en souffrant sur terre. Donc c'est un peu les fondements, résumés très rapidement, je ne suis pas un théologien, mais c'est un peu les fondements du dogme judéo-chrétien. Et évidemment, ça entre en contradiction avec les observations, les nouveaux modèles scientifiques, etc. C'est pas si nouveau, l'héliocentrisme. Les Grecs avaient découvert l'héliocentrisme. Ptolémée considérait que la Terre tournait autour du Soleil et non pas l'inverse. Donc, au fond, cette explosion scientifique de la Renaissance est un peu une redécouverte des idées que les Grecs avaient formulées 2000 ans plus tôt. Il y a un Grec qui avait calculé le diamètre de la Terre au 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc, non seulement il savait que la Terre était ronde, mais il savait en gros quelle était sa dimension. Donc voilà, la Renaissance va ramener les intellectuels européens au même stade d'avancement que ce qu'avaient atteint les Grecs avant la conquête romaine, et ça va entrer en conflit avec l'Église. Plus proche de nous, chronologiquement, on n'a qu'à penser au 19e siècle, quand Charles Darwin va publier De l'origine des espèces, puis il va dire que l'être humain est un primate, puis qu'on descend du singe, ça va causer un scandale absolument incroyable, parce que ça remet en question une conviction fondamentale que l'on avait à l'époque, et qui était que nous étions essentiellement différents des animaux, que la matière était un genre en soi, que les plantes étaient un genre en soi, que les animaux étaient un genre en soi, et que l'humain était essentiellement différent des animaux. Or, Darwin arrive et dit non, on n'est pas essentiellement différent des animaux, on est des grands primates. Et la science moderne lui donne raison. Je pense que notre ADN est quelque chose comme 98% semblable à celui de nos plus proches cousins, les singes bonobos. Donc oui, on est des primates, et il n'y a pas de différence essentielle entre nous et les autres primates. C'est juste une différence un peu superficielle. Oui, on a développé le langage, oui, on a développé le linge, puis on a développé Britney Spears, puis toute autre chose, souvent d'une pertinence discutable. Oui, on a inventé Donald Trump, je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais bon, vous voyez le concept, ok? Quand Darwin va arriver avec l'origine des espèces, on va avoir vraiment cette espèce de conflit très fort entre la foi et la raison, entre la science et la religion, et ça rejoint quelque chose d'absolument fondamental dans la civilisation occidentale, et que j'identifie au fait que la civilisation occidentale repose essentiellement sur deux choses, sur deux piliers, à savoir la pensée grecque et la morale judéo-chrétienne. Et ces deux piliers-là ne sont pas toujours d'accord un avec l'autre. Et c'est en partie ce qui va expliquer le grand dynamisme de la civilisation occidentale, parce que les deux piliers étant pas d'accord un avec l'autre, on est toujours en train de remettre les idées en question et de vouloir développer des nouveaux modèles, puis des nouvelles théories, puis ainsi de suite. Si on n'avait qu'une seule vérité, ce serait statique. La pensée avancerait pas parce qu'on aurait la vérité universelle. Mais étant donné que notre système de pensée est basé sur deux concepts plus ou moins compatibles, bien, on est toujours obligé de tout remettre en question.
C'est un petit peu comme dans les formes musicales, si on compare le monothématisme au bithématisme. Le monothématisme donne énormément d'unité, énormément de logique, énormément de cohérence dans la structure musicale, mais il y a quelque chose d'un peu statique dans une œuvre monothématique dans la mesure où on a un concept de base et on n'en sort jamais vraiment. Alors que la forme allegro de sonate va nous proposer deux idées musicales différentes qui sont à la fois opposées et complémentaires, et ça va donner lieu à des formes musicales qui sont beaucoup plus dynamiques, dans lesquelles il y a beaucoup plus de mouvement, parce que la musique est en perpétuelle transformation entre un et l'autre des deux grands pôles musicaux, entre la tonique et la dominante, entre le premier thème et le deuxième, entre le lyrique et le rythmique, entre le forte et le piano, etc., etc. Donc quand on a deux idées plutôt qu'une seule, on peut aller chercher beaucoup plus de développement dans les idées et beaucoup plus de dynamisme et de mouvement dans la structure générale. Bref, voilà, donc la société européenne du XVIIe siècle est une société dans laquelle il y a énormément de conflits, énormément de tensions, d'une part entre catholiques et protestants, et d'autre part entre la religion elle-même et le progrès scientifique. Et ces tensions-là, ces conflits-là, transparaissent partout dans l'art baroque. L'art baroque va continuellement mettre en scène des personnages qui sont déchirés en eux-mêmes. Pensez à peu près tous les personnages de Shakespeare, en commençant par Roméo, de Roméo et Juliette. Roméo est incroyablement amoureux de Juliette, sauf que, évidemment, elle appartient à un clan rival. Donc, Roméo est dans un conflit qui est insoluble, parce qu'il ne peut pas faire abstraction de ses sentiments pour Juliette, et il ne peut pas non plus renier son clan, ses origines, sa famille, ses amis, etc. Donc, évidemment, c'est une situation intenable, et évidemment, tout le monde va mourir à la fin. Donc, ça reflète bien cette espèce de société justement très déchirée. D'ailleurs, Shakespeare arrive au tout début du baroque, il arrive comme à la fin de la Renaissance, début du baroque, un peu comme Michel-Ange, un peu comme Claudio Monteverdi. Et l'Angleterre était particulièrement sujette à ces guerres de religion et à ces conflits et à ces tensions entre catholiques et protestants. Donc, cet art du conflit intérieur est beaucoup présent dans l'esthétique baroque. D'ailleurs, même si vous écoutez l'extrait de l'opéra de Lully qui s'appelle Armide, cet extrait-là met en scène une magicienne qui veut se venger d'un chevalier. Alors elle lui jette un sort du sommeil et alors qu'il gît inconscient sur la plage, elle s'approche avec une dague et elle veut le poignarder. Et au moment où elle vient pour le frapper, oups, elle n'est plus sûre. Hein? Elle trouve un peu de son goût, puis oh, elle est fâchée, puis elle n'est pas capable. Puis elle essaie de retrouver de la haine, puis non, ça ne marche pas. Alors, cette espèce d'alternance rapide entre la colère et la tendresse est très très bien mise en musique par Lully dans l'extrait « Enfin il est en impuissance ». Dans ce sens-là, cet extrait-là reflète tout à fait le goût du baroque pour le conflit intérieur et pour les forces opposées en conflit l'une avec l'autre. L'art baroque est beaucoup un art de la représentation du conflit. Pour revenir à Monteverdi, il est intéressant dans la mesure où justement, comme Michel-Ange, il nous présente un art dans lequel on voit cette lente gradation de la Renaissance vers le baroque. Comment ça se traduit? De plusieurs façons. D'abord, il y a évidemment un glissement du modal vers le tonal. Donc, les fonctions verticales vont être de plus en plus affirmées, la résolution de la sensible sur la tonique de plus en plus importante, de plus en plus soulignée, de plus en plus mise en évidence. Les instruments vont jouer un rôle de plus en plus grand. Dans les premières œuvres de Monteverdi, c'était de la musique a cappella, comme le madrigal classique italien est une chanson italienne a cappella. Or, les instruments font peu à peu leur apparition, au point où dans les derniers livres de madrigaux de Monteverdi, il y a souvent une longue introduction instrumentale avant que finalement ça commence à chanter. Donc, il y a ce rôle des instruments qui est plus grand.
Et il y a ce phénomène que j'appelle une polarisation des voix extrêmes. Ce que ça veut dire, c'est que au lieu d'avoir une importance égale à toutes les voix, on met de plus en plus d'importance aux voix extrêmes, à savoir le soprano puis la basse. Donc, cette polarisation des voix extrêmes laisse présager l'arrivée de la mélodie accompagnée. Le soprano devient la ligne importante par excellence et on va souvent la soutenir par une ligne de basse qui est très solide, qui est rythmiquement très stable, qui va donner éventuellement ce qu'on va appeler cette basse continue du baroque, et qui est l'espèce d'ancrage à la fois rythmique et aussi harmonique, parce que la ligne de basse va chercher à travers un mélange de traits de gamme et d'arpèges à nous faire comprendre les progressions harmoniques. Donc, ligne de soprano plus basse continue, c'est vraiment l'essentiel de l'idée musicale et le reste des voix, que ce soit chantées ou instrumentales, va être là de plus en plus pour soutenir, pour compléter l'harmonie. Donc au fond, ça ne fait que confirmer ce qu'on disait depuis tout à l'heure, à savoir ce passage d'une polyphonie d'inspiration franco-flamande dans laquelle toutes les voix ont une importance égale, vers une écriture en mélodie accompagnée, ou bien carrément dominée par le soprano, ou alors dominée par le soprano et la basse, avec les voix intermédiaires qui deviennent beaucoup moins importantes. Donc, dans les années 1620, Monteverdi va créer une œuvre qui s'appelle Le combat de Tancrède et Clorinda. Et cette œuvre-là, il l'a appelée un madrigal dramatique. Pourquoi dramatique? Parce qu'il est fait pour être mis en scène, avec costumes et décors, etc. Et donc, ce madrigal dramatique fait intervenir trois personnages. Il y a un narrateur, il y a Tancrède et Clorinda, les personnages qui vont combattre un contre l'autre. C'est une histoire qui se passe en Terre Sainte, au temps des croisades. Tancrède est un preux chevalier croisé. Clorinda est une arabe qui va revêtir l'armure d'un guerrier tombé au champ de bataille et qui va provoquer Tancrède en combat singulier. Les deux vont se battre un contre l'autre. Tancrède ne réalise pas qu'il combat une femme. C'est pas très preux et ni chevaleresque de combattre une femme. Il pense qu'il se bat contre un homme jusqu'à ce qu'éventuellement il blesse mortellement son ennemi et il se rend compte qu'il était en train de combattre une femme. L'histoire finit bien parce que juste comme Clorinda vient pour mourir, il va réussir à la convertir au christianisme. Donc son âme va pouvoir aller au ciel. En fin de compte, elle est sauvée. Alors voilà, jusqu'où est-ce que ça finit bien, on peut en discuter, mais dans l'esprit moral judéo-chrétien de l'époque, c'était un genre de fin heureuse, puisque l'infidèle avait découvert Dieu à la fin de sa vie et avait donc assuré le salut de son âme. Bref, ce combat de Tancrède et Clorinda est une œuvre qui est très importante parce qu'elle nous montre à quel point Monteverdi est rendu ailleurs par rapport au madrigal italien du XVIe siècle. Si vous comparez le combat de Tancrède et Clorinda avec Cruda Amarili, qui est un madrigal classique à 5 voix, a cappella, à la limite, on a peine à croire qu'il s'agit du même compositeur. Alors oui, il s'agit du même compositeur, mais pas dans le même siècle. Okay? Cruda Amarili, c'est une œuvre dont l'esthétique et le langage se rattachent beaucoup plus au madrigal du XVIe siècle, alors que le combat de Tancrède et Clorinda, bien sûr, est un madrigal dramatique du XVIIe. Donc, il y a une introduction orchestrale, il y a des violons, il y a un orchestre qui joue. D'ailleurs, il y a des histoires célèbres parce que quand je fais jouer le combat de Tancrède et Clorinda comme audition dans mes examens, il y a une longue introduction orchestrale, puis là, tout le monde se gratte la tête, commence à écrire, est-ce que c'est une symphonie, est-ce que c'est un concerto, etc. Puis là, ils écrivent, ils écrivent, ils écrivent, puis au bout de 3 minutes, ça commence à chanter « Tancredi », puis là, tout le monde réalise que c'est un madrigal dramatique, puis là, ils commencent à effacer, puis là, ils réécrivent. Mais c'est pour vous dire à quel point cette introduction instrumentale, elle est longue et développée et importante, alors qu'évidemment, à la Renaissance, il n'existait rien de tel. Alors, le but de cette longue introduction, ça sert un rôle qui est quand même important, ça a une fonction. Avant de commencer un opéra, on apprécie d'avoir cette espèce de portique, cette espèce d'introduction, ce vestibule, si vous voulez, instrumental, qui nous permet un peu de faire la transition
du monde quotidien, prosaïque dans lequel on vit, vers l'espèce d'univers onirique, artistique, imaginaire dans lequel on s'apprête à entrer. Donc l'introduction, l'ouverture de l'opéra, souvent devant un rideau fermé, vient jouer un rôle pour dire aux gens d'arrêter de parler, puis d'écouter ce qui se passe, puis de se mettre disponible pour le début de l'histoire. Donc il y a une fonction derrière cette introduction orchestrale, et j'en profite pour souligner que l'introduction orchestrale des opéras va être promise à un extraordinairement brillant avenir musical. Parce qu'à mesure que l'opéra va se développer, on va remarquer qu'il y a deux grandes tendances dans les ouvertures. Il y a l'ouverture à la française, puis il y a l'ouverture à l'italienne. L'ouverture à la française est souvent constituée d'une partie lente, une partie rapide et une partie lente. Et les parties lentes vont beaucoup mettre l'emphase sur les rythmes pointés, avec un caractère extrêmement solennel, qui évoque un peu l'hymne national. Ça, c'est un côté ouverture à la française. L'ouverture à l'italienne, au contraire, fait vite lent vite. Alors, on commence directement dans le vif du sujet avec des idées qui sont très rapides. Or, cette ouverture à l'italienne, en trois parties, vite lent vite, est l'ancêtre direct de la symphonie, qui va avoir 3 mouvements, éventuellement 4 mouvements. On va rajouter un menuet entre le mouvement lent puis le mouvement rapide de la fin. Mais donc, c'est pour vous dire, l'ouverture, l'introduction orchestrale de l'opéra va devenir un genre en soi à la toute fin du baroque. Ça va se détacher de son contexte d'origine pour devenir un genre instrumental indépendant qu'on va appeler la symphonie. Donc Haydn va écrire plus d'une centaine de symphonies, Mozart va en écrire une quarantaine, Beethoven va en écrire 9. Et donc l'origine de la symphonie, c'est au départ l'introduction instrumentale orchestrale de l'opéra. C'est pour vous dire à quel point l'opéra est important dans l'histoire de la musique, même son introduction va devenir un genre absolument incontournable dans l'histoire de la musique instrumentale. Voilà, donc avec Monteverdi, on voit ce passage, on voit cette transition entre un art renaissant et un art baroque, entre un langage modal et un langage tonal, entre une musique dans laquelle toutes les voix ont une importance égale vers une musique dans laquelle le soprano et peut-être la basse dominent nettement sur le reste. Une musique dans laquelle on a un contrepoint d'intervalle versus une musique dans laquelle on a carrément des accords et des fonctions harmoniques qui vont s'enchaîner selon des règles précises. Une musique qui est plutôt sereine, qui est plutôt classique, qui est plutôt harmonieuse vers une musique qui est de plus en plus passionnée et dramatique et spectaculaire et romantique et ainsi de suite. Donc Monteverdi est important pour ça. Il va écrire un opéra qui s'appelle Orfeo en 1608, qui est un des plus anciens opéras qui est encore joué aujourd'hui. Donc on voit avec Monteverdi carrément le début du répertoire opératique encore interprété. Historiquement, il y a une œuvre qui était antérieure, qui est le Eurydice de Jacopo Peri. Bon, cette œuvre-là a le mérite historique d'être apparemment le premier opéra, mais ce n'est pas nécessairement le plus beau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui joue le Eurydice de Jacopo Peri. Et Monteverdi est un peu considéré comme le père de l'opéra. Techniquement, ce n'est pas tout à fait exact. De la même façon, plusieurs considèrent Haydn comme le père de la symphonie. Ce n'est pas tout à fait exact non plus. Mais dans un cas comme dans l'autre, ce sont des compositeurs d'une importance majeure qui vont amener ce genre-là à sa maturité et qui vont être les premiers à pleinement en démontrer le potentiel expressif. Donc, on peut dire à la limite que Monteverdi, oui, est un peu le père de l'opéra, même si techniquement Jacopo Peri est arrivé un petit peu avant. Mais voilà, donc les travaux de la Camerata florentine vont donner naissance à cet opéra qui est lui-même l'espèce d'immense laboratoire musical qui est le principal responsable de cette mutation du langage, de l'esthétique, auquel on va assister quand on passe d'un art renaissant à un art baroque. Opéra, violon,
orchestre. Donc les violons apparaissent en Italie dès le XVIe siècle et rapidement vont coexister avec la famille des viols. On a au baroque des viols de gambe et on a aussi des violoncelles et les deux vont coexister jusqu'à ce que vers la fin du baroque, les instruments de la famille des violons vont carrément remplacer ceux de la famille des viols. Pour l'instant, les deux vont coexister. La différence entre les deux, il y en a plusieurs. Sur une viole de gambe, par exemple, on a une partie du manche sur laquelle il y a des frettes, alors que sur un violoncelle, il n'y a pas de frettes, sur un violon, il n'y a pas de frettes, etc. Souvent, les viols vont avoir davantage de cordes, la sonorité est un peu plus douce. Les instruments de la famille de violon ont une sonorité qui est plus puissante et souvent vont faire preuve davantage de virtuosité dans les passages rapides. Donc, 1617, Biagio Marini va publier les premières sonates pour violon. Qu'est-ce qu'on entend par sonate au départ? Ça veut simplement dire des œuvres instrumentales. Ce n'est pas une sonate dans le sens de la forme sonate ou de l'allegro de sonate, ou etc. Le mot sonate va changer de sens au fil des décennies et des siècles, mais à l'époque baroque, sonate est souvent employé comme un synonyme de suite, c'est-à-dire une succession de pièces dans une tonalité commune, dont la grande majorité sont basées sur des rythmes de danse. Alors ça, c'est la musique de chambre baroque. Elle est très souvent construite sur ce modèle-là. Donc on a une collection de pièces, souvent basées sur des rythmes de danse, très souvent de forme binaire avec reprise. Donc on a une première section qui est répétée, une deuxième section qui est répétée aussi, et la deuxième section va compléter le mouvement harmonique de la première. La première section, par exemple, commençait à la tonique, finissait à la dominante. La deuxième section va repartir de la dominante pour revenir à la tonique. Si on est en mineur, on peut avoir un parcours tonal différent qui va souvent aller de la tonique vers le relatif majeur, donc 1 vers 3. Si on est en do mineur, on commence en do mineur, puis on finit notre première section en mi bémol majeur. Deuxième section va faire le parcours inverse, on repart de mi bémol, on revient vers do mineur. Quoique souvent à l'époque baroque, on ne finit pas sur un accord mineur, on va utiliser cette très fameuse tierce de Picardie pour finir avec une fin heureuse, un rayon de soleil à la fin, un petit ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants. Donc le happy end baroque, typiquement représenté par cette tierce de Picardie qui vient agrémenter l'accord final des œuvres en mineur. Voilà, donc la sonate fait son apparition au XVIIe siècle, sonate étant définie justement comme une suite. Okay? À l'époque baroque, les différences entre sonate et suite sont très superficielles. C'est au fond la même chose, une série de pièces de forme binaire avec reprise, dont la grande majorité sont basées sur des rythmes de danse. On voit également apparaître le concerto. Donc le développement du violon, le développement du clavecin, le développement de la musique instrumentale, le développement des orchestres va donner à plusieurs compositeurs l'idée d'écrire des œuvres dans lesquelles ils pourraient mettre en évidence leur propre talent de virtuose, d'interprète, et dialoguer avec un orchestre. C'est le cas évidemment de Vivaldi qui va écrire certains des plus célèbres concertos baroques, les concertos les 4 saisons notamment. Alors Vivaldi était un violoniste redoutable, un très bon violoniste, un virtuose aguerri, et il était chef d'orchestre dans une école à Venise, et donc ses étudiantes constituaient un orchestre et lui-même jouait les parties solistes de ses concertos. Donc Vivaldi a écrit des centaines de concertos, la plupart étant justement pour des instruments à cordes frottées, des instruments à archet. Jean-Sébastien Bach va écrire des concertos brandebourgeois dans lesquels il va utiliser différents instruments comme soliste. D'ailleurs, c'est une caractéristique du concerto baroque, c'est qu'on a souvent plus d'un soliste. Si vous regardez par exemple le deuxième brandebourgeois de Bach, les instruments solos sont le hautbois, le violon, la trompette et la flûte. La flûte douce, flûte à bec. Ce qui est évidemment assez problématique en termes de rapport et de balance sonore, parce que juste équilibrer une flûte à bec puis une trompette, je ne sais pas si vous savez, mais c'est pas simple. Donc voilà, il y a 4 instruments solos dans le deuxième brandebourgeois de Bach. Prenez le temps d'aller écouter le premier mouvement du 5e concerto brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach, parce que l'instrument solo, c'est le clavecin.
Et la cadence, le solo de clavecin dans ce mouvement-là est un solo légendaire que Bach a écrit pour lui, pour nous montrer un petit peu la raison pour laquelle, quand Bach, dans sa jeunesse, se présentait à des concours d'orgue, les autres candidats refusaient de jouer souvent après l'avoir entendu. Donc, c'est drôle parce que pas plus tard que hier soir, je regardais un documentaire sur un pianiste de jazz qui s'appelait Art Tatum, qui était un virtuose consommé. Et les gens disaient qu'une fois que Art Tatum avait joué sur un piano dans un bar à New York, les gens ne voulaient plus jouer après lui. Alors Bach, c'était un peu la même chose. Bach, c'était un virtuose extraordinaire de l'orgue et du clavecin. Et dans la cadence du premier mouvement du 5e concerto brandebourgeois, il a écrit un solo de clavecin qui est diaboliquement difficile et qui est spectaculaire. Donc prenez le temps d'aller écouter ça. Ça va vous montrer en fait l'écriture de Bach dans son côté le plus foisonnant d'idées, le plus flamboyant, le plus spectaculaire. Et c'est vraiment de la très belle musique. Donc, pour résumer ce dont on a parlé aujourd'hui, on a parlé essentiellement de cette transition de la Renaissance au baroque, transition qui est accentuée et qui est en fait causée par l'apparition de l'opéra. L'opéra, les violons, les orchestres, les cordes frottées, le système tonal, l'harmonie fonctionnelle, ce passage de la polyphonie vers la mélodie accompagnée, ce sont des changements profonds, à la fois dans la technique d'écriture, mais aussi dans l'esthétique, parce qu'on va passer d'un art qui est plus classique, plus calme, plus serein, plus apollinien, plus basé sur la recherche des formes harmonieuses et parfaites, vers un art au contraire qui va exprimer toutes les tensions, tous les drames, tous les conflits intérieurs qui animent l'Europe à cette époque-là et qui caractérisent donc cet art baroque. Pour la petite histoire, on a une école qu'on appelle les virginalistes anglais, qui est une école qui fait un peu la transition entre la Renaissance et le baroque en Angleterre. Il s'agit d'une série de musiciens qui inclut des gens comme John Bull, comme John Dowland, comme Orlando Gibbons, comme William Byrd, et ils font vraiment la transition sur le plan instrumental entre la Renaissance et le baroque. Qu'est-ce que c'est qu'un virginal? C'était un petit clavecin à un seul clavier. Et donc, les virginalistes anglais sont des compositeurs qui vont beaucoup écrire de musique pour clavier. Historiquement, c'est peut-être la première grande école de musique pour clavier dans l'histoire de la musique. Donc, autant en Italie, on va beaucoup développer l'écriture pour les cordes, autant en Angleterre, à la même époque, on écrit beaucoup pour le clavecin, le virginal, mais également le luth. Surtout John Dowland va écrire plusieurs suites pour le luth qui sont aujourd'hui très facilement adaptées pour les étudiants en guitare classique. Donc, ces instruments-là sont bien sûr des instruments harmoniques, le luth, le clavecin, le virginal, et ils sont faits pour jouer des accords. Donc, c'est des instruments qui sont rendus populaires de par le fait que le langage des accords se développe à cette époque-là. Et à leur tour, leur grande popularité va confirmer cette espèce de mutation de l'oreille d'un langage modal, polyphonique, horizontal, vers un langage tonal, vertical, basé sur l'harmonie fonctionnelle. Donc voilà ce qui se passe un peu partout en Europe. Naissance de l'opéra. L'opéra va essaimer partout. On va bien sûr avoir énormément d'opéras en Italie. L'Italie va rester pendant des siècles le plus grand producteur d'opéra, le modèle auquel tous les autres vont se référer. Mais dès la fin du XVIIe siècle, on a une nouvelle conception opératique qui se développe en France, notamment avec Jean-Baptiste Lully. Et l'art français va proposer quelque chose d'un peu différent, basé sur davantage de rythme pointé, caractère plus solennel, une prosodie moins basée sur la recherche de la virtuosité, plus basée sur une diction plus naturelle du texte. Donc on cherche moins le spectaculaire et davantage le réaliste ou le naturel dans l'opéra français. Mais néanmoins, l'opéra français va lui aussi illustrer toutes les caractéristiques esthétiques de l'époque,
comme on le voit facilement dans cet extrait de Armide de Lully, où, comme je vous disais tout à l'heure, le personnage principal est tout à fait déchiré entre deux sentiments contradictoires, et cette oscillation d'un sentiment à l'autre est très évidemment mise en musique par Lully. Donc, naissance du baroque, retenez cet acronyme OVOMAST, ça va vous aider à bien représenter tout ce qu'il y a de nouveau, d'original et d'important en 1600. Opéra, violon, orchestre, mélodie accompagnée et système tonal, c'est nos mots d'ordre de la journée. Merci de votre attention et à très bientôt.